Masonomando Mambote, Matondo Kwanzam, et ça c'est notre réponse que nous donnons toujours lorsque nous nous saluons en Mandombe. Mes très chers frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus au programme du Mandombe University, un programme qui est disponible pour tout le monde afin que nous puissions lancer le processus de la Renaissance africaine moderne. Moi, je suis votre professeur Bitombokele Leigomj, je suis spécialiste en matière du Mandombe. C'est une responsabilité que Papa Wabeladio m'a confiée en 1996-97 et il m'a confié la responsabilité de systématiser le Mandombe comme connaissance disponible à tous les niveaux. C'est un travail que j'ai fait avec toute l'équipe qui travaille avec moi. Donc pendant 23 ans, je me suis mis à travailler sur la systématisation de Mandombe. Et c'est en 2019 que nous avons pu finaliser le programme de la systématisation du Mandombe comme connaissance scientifique. Et cette année 2020, nous nous sommes proposés, nous sommes assumés une responsabilité de vulgariser ces connaissances à travers d'un instrument académique qui est Mandombe University. Donc voilà pourquoi les connaissances que nous sommes en train de vulgariser, c'est l'ensemble du résultat des recherches entreprises durant 23 ans. Donc c'est le fruit d'un sacrifice de 23 ans que nous sommes en train de transmettre. En ce qui concerne l'étude d'aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre que nous avons ouvert, mais un chapitre qui va de pair avec le deuxième chapitre, c'est-à-dire que l'étude pratique du Mandombe. Dans l'étude pratique du Mandombe, en fait, nous présentons l'étude pédagogique du Mandombe pour des adultes, pour des gens qui ont une faculté avancée, qui sont des intellectuels, qui ont parfois terminé leurs études, parfois qui sont à l'enseignement de base, mais qui sont des adultes. Et à côté de cet enseignement, nous avons lancé le troisième chapitre, qui est le chapitre lié à l'étude du système de pensée de Mandombe selon la pédagogie infantile. La pédagogie infantile, c'est-à-dire que la pédagogie des enfants. Donc, comment transmettre le Mandombe aux enfants? Le Mandombe apparaît très complexe, très difficile à comprendre. Lorsque vous regardez un texte écrit au Mandombe, eh bien c'est une casse-tête apparemment. Maintenant, nous allons vous présenter la méthode de la transmission des connaissances du Mandombe à un niveau des enfants. Donc, supposons que chacun de nous qui est inscrit à l'université Mandombe a des enfants à la maison. Donc, c'est aussi une façon intéressante d'apprendre en enseignant aux enfants. Comment enseigner aux enfants? Donc, cette connaissance que nous allons vous transmettre, c'est une connaissance très importante qui vous permettra de maîtriser rapidement les concepts du Mandombe que nous sommes en train de transmettre au chapitre 2. Et ça vous permettra aussi de gagner quelque chose de plus, de programmer votre enfant à développer des nouvelles connexions des neurones pour qu'il devienne de plus en plus intelligent, pour qu'il devienne de plus en plus créatif. Et ça, vous allez vous-même le constater, que l'enfant ne sera plus le même, parce qu'il aura développé ce que nous appelons la neuroplasticité. La neuroplasticité, en fait, c'est cette étude qui nous permet de comprendre que
il est possible que l'homme puisse développer des nouvelles connexions neuronales qui vont lui permettre de créer, de développer son intelligence. Donc, pour qu'on commence, j'aimerais avant tout vous parler de l'historique. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'on est arrivé à concevoir ce système? Ce système de pensée, le système de pensée de Mandombe lié à la pédagogie des enfants, c'est un système qui a commencé en 97. En 97, lorsque Papa Wabeladio m'a confié la responsabilité de la systématisation de Mandombe comme connaissance scientifique, il m'a confié une mission comme test. Parce que la faculté de théologie se situe à Kinshasa, à l'Otendele, dans une banlieue de Kinshasa. C'est là où j'étais interné, j'avais eu une bourse de l'église kimbangiste et j'étais interné à la faculté de théologie. Alors, lorsque le professeur Wabeladio a commencé à nous donner cours, je me suis intéressé et lui, il a constaté mon engouement, mon engagement. Alors, à ce moment-là, Papa Wabeladio m'a confié cette responsabilité dans le cadre de l'entendement entre l'université Papa Wabeladio. Effectivement, la responsabilité m'a été confiée. Et la première mission que je devais accomplir, c'était d'aller installer le Mandombe au Congo-Brazzaville. Principalement à Brazzaville, parce que c'était la ville la plus proche de Kinshasa, le pays le plus proche de Kinshasa, qui devrait être contaminé le plus vite possible en termes du Mandombe. Donc, Papa Wabeladio a pris cette décision de m'envoyer à Brazzaville afin que j'aille prendre des contacts avec des autorités de l'église kimbangiste, les autorités de l'État, pour qu'on puisse entreprendre des démarches de la divulgation du Mandombe au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, pour moi, c'était une mission vraiment ardieuse, c'était une mission très complexe, très difficile. À l'époque, je n'avais que 21 ans. Donc, c'était une mission qui dépassait pratiquement mon âge, qui dépassait la responsabilité en tant que jeune. J'étais vraiment très jeune. Mais quelque chose me disait que j'étais à la hauteur d'accomplir cette mission. Et Papa Wabeladio m'a doté de toute la documentation. D'abord, l'université m'a passé une attestation de recherche. Le centre de Mandombe m'a passé une déclaration, un ordre de mission. Et en fonction de cet ordre de mission, j'ai traversé à Brazzaville et j'ai fait des contacts, des premiers contacts individuels, personnels, avec des amis que j'avais en tant que musicien de la fanfare kimbangiste. Et j'ai fait des contacts. Il y a eu Papa Moïse, qui est le maestro de la fanfare kimbangiste. Il a mobilisé tous les musiciens. Et les premiers cours, j'ai commencé à donner les premiers cours au plateau de 15 ans, je crois, plateau de 15 ans, dans la parcelle où vivait Tonton Dopri. Alors, c'est là où nous avons monté la première équipe, la première équipe que j'ai commencé à former. Il y avait Papa Louté Aristide, qui est devenu un grand professeur, qui assume la responsabilité de l'écriture Mandombe au niveau du Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça que nous avons constitué un noyau très fort. Un noyau très fort auquel j'ai transmis les connaissances. Et après, pendant ce temps, je faisais aussi des contacts avec l'église kimbangiste. Je leur représentais la proposition, je leur représentais le projet. Et l'église kimbangiste, à la personne le responsable de l'enseignement kimbangiste, il a pris des dispositions, il a pris toute la responsabilité en main. Et on a organisé une invitation officielle de Papa Wabeladio. Donc,
lorsque Papa Beladio est arrivé à Brazzaville, c'était une mission officielle. On l'a reçu au centre d'accueil Kimbongis de Plateau des 15 ans. C'est là où nous étions logés et c'est là où nous étions en train de former. Nous avons fait appel à tous les jeunes que j'avais déjà commencé à former. On les a insérés dans l'équipe. Et Papa Beladio, il a monté la structure de la direction nationale du centre de l'écriture négo-africaine, Mandombe, où il a nommé Dr Awe Maurice comme directeur du centre, Maman Gisèle Batota comme directrice adjointe. Il y avait Maman Clarisse Kimbembe qui faisait partie aussi de la direction, du noyau de la direction. Donc moi je représentais, Papa Beladio dans cette équipe que j'étais en train de coordonner. Donc nous avons tenu les cours ont commencé avec un engouement très fort. Il y avait des mini-centres dans toutes les paroisses et c'est comme ça que le Mandombe a avancé au niveau de Brazzaville. Maintenant, il va arriver quelque chose de très grave au niveau de Brazzaville. Là, on était au mois de mai, au mois d'avril, mai, et on s'approchait du mois de juin. Et pendant le mois de juin, eh bien, Dr Wabeladio, il continuait à m'entretenir dans le cadre des recherches. On était ensemble, on coordonnait les activités. Et à un certain moment, nous avons constaté qu'il y avait des troubles troubles politiques au niveau du Congo-Brazzaville. Et après, il y a eu les accrochages politiques entre la mouvance et l'opposition, et une guerre s'est éclatée au niveau de Brazzaville. Mais curieusement, 2 jours avant l'éclatement de la guerre, Papa Beladio se réveille, il me dit: Papa Lay, j'ai fait un rêve. La traduction de ce rêve m'oblige que je puisse sortir de Brazzaville. Mais comment sortir de Brazzaville? Bon, Papa Beladio, on a fait toutes les démarches, il est sorti de Brazzaville. Donc, 2 jours après sa sortie de Brazzaville, il y a eu un déclenchement de la guerre civile. Et nous étions là avec tout le monde. Et il y a eu un regroupement au niveau de la paroisse où nous étions. Et puis après, il y a eu des pourparlers au niveau du gouvernement. Il y a eu un cessez-le-feu temporel. Et on nous avait demandé qu'on puisse quitter la partie du plateau des 15 ans parce que c'était la ligne de front entre l'opposition et le gouvernement. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la possibilité de sortir. Et nous sommes allés dans une paroisse plus proche du sud, en sortant de Brazzaville vers le sud. Et arrivé là-bas dans cette paroisse, il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup des enfants. Et avec ces enfants, parce que nous, on avait constitué l'équipe de travail entre Papa Way, Maman Gisèle et Maman Clarisse. On était en train de travailler ensemble. Alors, il y a eu cette nécessité d'enseigner le Mandombe aux enfants. Mais on s'est dit, mais comment est-ce que nous allons enseigner le Mandombe aux enfants? Parce qu'il faut occuper les enfants. Comment enseigner le Mandombe aux enfants? Et alors que le Mandombe, c'est une science mathématique, c'est de la mathématique, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord maîtriser en tant qu'adulte. Alors là, nous avons utilisé la méthode métaphysique que Papa Beladio avait utilisée en 1978, et à ce moment-là, on a fait des programmes de prière. On a fait une retraite spirituelle et on a prié. Le 3e jour des prières, eh bien, moi, j'ai reçu une révélation de Papa Simon Kimba.
qui m'a orienté dans un rêve. Il m'a dit, pour enseigner le mandombe aux enfants, il faut partir de l'histoire. Le Pakundungu et le Pelekete, ce sont les deux personnages de l'histoire. Et Papa Simon Kimbangu a commencé à me raconter l'histoire de Papa Pakundungu et Maman Pelekete. Papa Pakundungu qui avait deux enfants, l'un met un chapeau, l'autre met des sandales. Et puis, ça c'est la première catégorie des enfants, des jumeaux qu'il a mis au monde. Après, il a mis au monde la deuxième catégorie des enfants. Et c'est ainsi de suite, lorsque le rêve a terminé, j'avais toute l'histoire dans la tête. Extraordinaire. J'en ai parlé à maman Gisèle, maman Clarisse, papa Aoué, et on a écrit l'histoire, on a organisé l'histoire, et à partir de ce moment-là, nous avons pu constituer la logique pédagogique infantile du mandombe. Et c'est cette logique qui va nous permettre de transmettre la connaissance du mandombe aux enfants pendant les 5 mois de guerre. C'est ce que nous avons fait, on a transmis, et beaucoup des enfants se sont engagés dans le processus de cette formation. Donc voilà un peu l'histoire du mandombe. Et lorsque il était question qu'on revienne en Angola pour la transmission, pour la même mission de la transmission des connaissances du mandombe, eh bien, nous avions déjà une connaissance à enseigner aux enfants. Et ici, en Angola, ça n'a pas seulement servi aux enfants, mais ça a aussi servi aux adultes, parce qu'on a constaté qu'il y avait un indice d'analphabétisme très élevé à cause de la guerre. Donc, la meilleure méthode qu'on a plus utilisée en Angola pour la transmission des connaissances du mandombe, c'est cette méthode pédagogique infantile. Donc, nous allons maintenant, et le centre mandombe en Angola, nous avons travaillé d'arrache-pied pour améliorer les conditions, les méthodes de travail de cette méthodologie. Donc, dans ce sens, nous allons commencer maintenant l'étude d'Mvoila Zampamba, l'étude d'Mvoila Zampamba avec la méthode pédagogique infantile. Comment est-ce que commence, par où on commence? Eh bien, c'est par l'histoire. L'histoire de Papa Pakundungu et Maman Pelekete. Papa Pakundungu était un grand chef du village. Et dans son village, qui était appelé le village Kouilou, là où il y vivait, Papa Pakundungu avait sa femme. Et dans ce qu'ils étaient en train de faire, dans le travail qu'ils étaient en train de faire, ils avaient des champs, ils avaient des safoutiers, beaucoup des arbres fruitiers qu'ils entretenaient. C'était vraiment un homme très organisé et économiquement très fort avec sa femme. Bon, lui, il s'appelait Papa Pakundungu. Il était vraiment renommé. Alors, il va avoir ses deux premiers jumeaux. Alors, le premier jumeau, le premier né, en fait, parmi les jumeaux, il y a toujours un qui naît le premier et le deuxième vient après. Donc, le premier, les deux jumeaux, lorsqu'ils sont nés, ils ont grandi et ils avaient des caractéristiques des goûts un peu bizarres. Le premier jumeau aimait beaucoup porter le chapeau. Un chapeau qu'il aimait porter beaucoup. Et le deuxième jumeau aimait porter les sandales. Donc Mpou, qui est le chapeau, et les sandales qu'on appelle dans cette méthodologie Diatoulou. Donc Diatoulou, il avait le Diatoulou, le deuxième, et le chapeau Mpou, le deuxième. La même situation va se passer de l'autre côté du village, et dans ce village qu'on appelle Lukengo. Donc Kouilou, le village Kouilou,
et c'est un village frontalier au village Lukengo. Alors, dans ce village, il y avait aussi un couple très intéressant, un couple florissant, et ce couple était vraiment caractérisé par le travail que la maman faisait. C'était aussi un travail de champ très extraordinaire, et cette famille était plus remarquable par sa femme, par la femme dynamique qui était vraiment active dans ce village, qui faisait la fierté de ce village. Et à un certain moment, cette femme qui s'appelle Maman Pelekete va tomber enceinte et elle va mettre au monde 2 jumeaux aussi. Mais ce sont tous des filles et des filles. Alors la première jumelle porte un mouchoir de tête, qu'elle aimait beaucoup porter le mouchoir de tête, et la deuxième jumelle aimait beaucoup porter les sandales qu'on appelle diatou, et le mouchoir de tête qu'on appelle tambala. Tambala pour certains, kitambala pour d'autres. En fait, c'est tambala ou kitambala. Donc, mouchoir de tête. Elle portait le mouchoir de tête. Alors, comment est-ce que ça s'exprime dans le cadre du mandombe? Voilà, c'est ce que nous allons faire. Voilà, ici, nous avons la famille Pakundungu. Donc, nous avons la famille de Papa Pakundungu. Ça, c'est un village, le village de Papa Pakundungu. Et dans ce village de Papa Pakundungu avec sa femme, en fait, ils vont mettre au monde 2 jumeaux. 2 jumeaux. Et ce sont ces 2 jumeaux que nous appelons les Mvoila Zampamba. Les Mvoila Zampamba, ou bien encore les éléments simples, ce sont ces 2 jumeaux. Et chaque jumeau a une particularité. Le premier jumeau qui est sorti dans sa jeunesse, ce premier jumeau, il aime porter le chapeau, Mpou. Ce que nous avons écrit ici, Mpou. Ce jumeau aime porter le chapeau. On a comme l'impression que avant de naître, il était détenteur d'un chapeau. C'est comme si son mystère en tant que jumeau se manifeste à travers ce chapeau. Donc c'est un chapeau qu'on ne pouvait pas lui enlever. Il gardait toujours ce chapeau. Même lorsqu'il dormait, ce jumeau dormait toujours avec son chapeau. Et ce jumeau s'appelle Papu. Papu, c'est le nom qui a été attribué à ce jumeau qui porte le chapeau. Et de l'autre côté, nous avons son jumeau qui porte les sandales, effectivement. Donc ça aussi, c'est une caractéristique extraordinaire. Même en dormant, ce jumeau-là n'aimait pas enlever ses sandales. Il voulait toujours rester avec ses sandales. Même en dormant, il part au lit, mais toujours avec ses sandales. Il ne voulait jamais enlever ses sandales. C'est comme si son mysticisme d'être jumeau était caché ici, dans ses sandales, qu'il n'aimait pas enlever. Partout il partait, il dormait, il se réveillait avec ses sandales. Et ces sandales s'appellent le diatoulou. C'est le diatoulou. Diatoulou, ça veut dire, soit c'est la chaussure, les sandales, et ainsi de suite. Et ce jumeau s'appelle Ndungu. Donc ici nous avons Papu qui porte toujours le chapeau, et de l'autre côté nous avons Ndungu qui porte toujours les sandales, effectivement. Donc, dans ce village, ces 2 jumeaux sont des éléments remarquables, des identités remarquables, à travers leur apparence, parce qu'ils sont vraiment identiques, mais on ne les reconnaît que par le chapeau pour Papu et par les sandales Diatoulou pour Ndungu. Donc pour dire que ça c'est Ndungu,
Il faut juste voir s'il a des sandales. Et le chapeau, s'il a un chapeau, alors lui, là, c'est pas. Donc, voilà un peu la caractéristique. Et pour écrire, transcrire le papou et le nungu, c'est la même logique que nous utilisons, la logique de Lubamba. Donc, on commence par le singini, qui est le chapeau, et puis on fait le traçage jusqu'à la fin. Ici aussi, le diakulu, c'est la même chose. Jusqu'à la fin, on a papou et on a ndungu. De l'autre côté du village, le Kengo, c'est la même réalité. Ici, la maman Pelekete qui représente ce village, le Kengo, par rapport à son œuvre, par rapport à ce qu'il fait de remarquable dans le cadre des chants, parce que son mari est plus dans la pêche et la dame est plus dans l'agriculture. Donc c'est ça qui fait la différence lorsqu'on arrive au temps de récolte, eh bien maman Pelekete, c'est elle qui fournit les mangues, les avocatiers et tous ces... Donc c'est comme ça qu'elle a gagné sa réputation dans le village Lukengo. Alors, ici, maman Pelekete, à un certain moment, va tomber enceinte et puis après, il va mettre au monde effectivement des jumelles. Les jumelles, la première jumelle dans leur développement, dans leur croissance, nous aurons une jumelle qui va se caractériser par le port du foulard, le mouchoir de tête, ou le mouchoir de tête, ce que nous appelons le tambala, ou encore kitambala, tambala ou encore kitambala. Donc ici nous avons ce point rouge représente le tambala, donc mouchoir de tête. Donc elle se caractérisait, cette jumelle-là se caractérisait par le mouchoir de tête. Donc pour elle, en dormant, en se réveillant, partout où il partait, vous ne pouvez même pas voir ses cheveux. Elle portait toujours le mouchoir de tête. C'est un peu comme les Kimbangis, les femmes Kimbangis, ils portent toujours des mouchoirs de tête. Donc c'est Pelekete. Pelé, il s'appelle Pelé. C'est par le mouchoir de tête qu'on identifie que celle-là c'est Pelé, parce que les deux, Pelé et Kete, ce sont des jumelles identiques. Ce sont vraiment des vrais jumeaux identiques et on ne les reconnaît que par cette caractéristique. Donc, Pelé porte le tambala, le petit tambala, il porte le foulard, le mouchoir de tête, et le Kete, il porte les sandales. Donc elle se caractérise par le sandal, ce que nous appelons le diatulu. Et c'est ça qui fait de telle sorte qu'elle puisse porter le nom de Kete. Donc nous avons Pelé qui s'identifie par le mouchoir de tête et nous avons Kete qui s'identifie par le diatulu. Diatulu, ce sont les sandales. Donc voilà un peu en réalité comment se présente l'histoire de Papa Pakoundou, Maman Pelekete et ses enfants. Papa Pakoundou a deux enfants, deux jumeaux. Maman Pelekete aussi a deux jumeaux. Papa Pakoundou a l'un des jumeaux se caractérise par le port du chapeau et l'autre se caractérise par le port des sandales. Ils ne se détachent pas de ces deux éléments. C'est ça qui fait leur caractéristique identitaire. Pour reconnaître que ça c'est Papou, il faut seulement voir s'il porte un chapeau. Pour reconnaître que ça c'est Ndungu, il faut seulement voir s'il a des sandales. Et chez Maman Pelekete aussi c'est la même chose. Pour reconnaître Pelé, il faut juste voir si Pelé a un mouchoir de tête et reconnaître Tambala, mouchoir de tête, et de l'autre côté, voir aussi si Kete a des sandales. À ce moment-là, vous allez vous dire qu'il a le diatulu, et donc c'est Kete. Donc voilà un peu l'histoire de Papa Pakoundou et Maman Pelekete. Donc pour les enfants, il faut d'abord leur enseigner cette histoire et commencer
à travailler avec les enfants, par exemple leur dire avec des cahiers avec des petits carreaux, vous allez demander à votre enfant de faire la transcription de 25 pas. 25 pas, donc l'enfant, il doit mettre l'accent sur le chapeau. Ça est là le chapeau, et suivre la logique de l'Obamba. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 5 côtés doivent être connectés d'une manière logique, sans pourtant enlever la main. Donc le chapeau d'abord, et puis le premier côté, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième côté. Donc voilà un peu comment vous allez faire. Ça c'est d'abord votre exercice. Vous faites d'abord cet exercice en tant que père ou bien en tant que maman. Vous faites cet exercice de parcours et 25, vous faites 25 parcours et vous demandez à votre enfant de faire la même chose. Faire 25. Le nous aussi, 25. Vous faites d'abord 25 et vous demandez à votre enfant de faire aussi 25. Nous avons le pélé, c'est aussi 25 qu'il faut faire, 25 pélé, 25 kéti. Donc voilà un peu en un mot ce que nous aimerions vous transmettre comme connaissance de la méthodologie infantile, de la pédagogie infantile du système de pensée Mandomé. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et il y a un aspect que j'aimerais soulever, c'est un aspect lié au développement de l'intelligence de l'enfant. L'importance du Mandomé, dans ce cas, dans le cadre de la programmation, la déprogrammation et la reprogrammation, le Mandomé pour les enfants a un aspect capital dans la formation pédagogique. Ça, c'est un aspect que nous allons développer dans les prochaines leçons. Nous allons expliquer pourquoi et comment est-ce que le Mandomé, avec ses exercices de variation, développe l'intelligence de nos enfants. Donc, par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez transmettre aussi à vos enfants, parce que ça va permettre à nos enfants d'installer un nouveau programme de développement, de connexion des neurones qui vont faciliter la croissance, bien que les nouvelles connexions et les nouvelles procédures de développement de la connaissance et de la créativité de nos enfants. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois, nous aurons l'opportunité de continuer avec la leçon infantile des enfants. Merci beaucoup pour votre attention.